l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Pour évoquer les enjeux autour de la fin de vie en France, l'invité de la matinale ce matin est Tuc Duhalderville, porte-parole d'Alliance Vita. Bonjour. Bonjour. Alliance Vita fait partie des associations mobilisées contre l'euthanasie, avec également une mobilisation interassociative. Je pense aux associations familiales catholiques, l'Office chrétien pour les personnes handicapées ou encore la Fondation Jérôme Lejeune, toutes engagées auprès des familles, des personnes âgées ou malades, fragiles ou handicapées. Est-ce que vous percevez une inquiétude des personnes que vous accompagnez ? Oui, c'est à la fois une inquiétude et des repères qui sont troublés. L'inquiétude, c'est des personnes qui seraient, entre guillemets, éligibles et qui seraient extrêmement nombreuses à être finalement désignées comme éventuellement exonérées de cette prévention universelle du suicide qui est destinée justement à protéger du passage à l'acte, de la désespérance, les plus fragiles, les plus souffrants. Et ces personnes donc sont inquiètes parce que la société s'apprêterait à leur donner comme message que peut-être que leur vie vaut plus la peine d'être vécue. Et même ceux qui n'auraient rien demandé, ils se trouvent dans une catégorie nouvelle de citoyens pour lesquels l'interdit de tuer, qui fonde la confiance entre soignants et soignés, serait levé pour ces personnes. Et ça, c'est très lourd. Et puis, je parle aussi de confusion parce que, vous voyez, on a un site d'écoute SOS Fin de Vie et de plus en plus, puisque le débat ne cesse de rebondir, des personnes psychiquement souffrantes nous demandent si elles peuvent accéder au suicide parce qu'elles pensent que la société va les aider à passer à l'acte alors qu'elles ont une souffrance psychique. Ces personnes nécessitent bien sûr d'être soutenues, consolées, accompagnées, mais pas poussées vers la sortie. Alors peut-être faisons un point sur le processus législatif, car si la loi sur les soins palliatifs a été définitivement adoptée, le Sénat a rejeté en deuxième lecture fin mai la proposition de loi sur l'aide active à mourir. La semaine dernière, 7 sénateurs et 7 députés ont échoué à trouver un accord en commission mixte paritaire et le gouvernement a choisi de relancer une troisième lecture au Parlement. Les travaux en commission à l'Assemblée nationale débutent ce lundi. Quel regard vous portez, Tuc Duhalderville, sur ce choix du gouvernement qui annonce ou qui espère l'aboutissement d'une décision en juillet prochain? Je vais vous vraiment répondre à cette question, mais en précisant tout pour commencer, que cette notion d'aide à mourir ou d'aide active à mourir est un piège que nous récusons. Moi, j'appelle toujours ça la prétendue aide à mourir, parce que j'ai aidé personnellement à mourir des personnes. J'ai été présent à la mort de mon père, mais je ne suis pas passé à l'acte. Il était en soins palliatifs, il est mort de sa mort naturelle. Et donc, moi, j'encourage les personnes à résister à cette expression qui cache, qui dissimule, qui masque les mots suicide, assisté et euthanasie, qui sont des mots que on ne veut pas prononcer, mais qui sont la réalité de ce texte. Et bon, comme vous l'avez signalé, eh bien, le gouvernement est en train d'accélérer, de forcer les choses avec une sorte de promesse qui va peut-être se traduire malheureusement en réalité, on ne sait pas encore, d'aboutir au 15 juillet par un vote solennel après 2 passages, un à l'Assemblée nationale en troisième lecture et un au Sénat qui est programmé déjà le 7 et 8 juillet. Et donc, il y a une forme d'acharnement à forcer ce projet alors que ce n'est en rien une priorité, une attente des Français. Dans le domaine de la santé, les Français ont besoin d'accéder aux médecins généralistes, aux spécialistes, aux centres antidouleurs, aux urgences. C'est ça leur préoccupation et on sait qu'il y a beaucoup à faire. Et puis dans le domaine de la stricte fin de vie, ben, ils ont besoin d'accéder aux soins palliatifs. Il y a encore la moitié des Français qui n'ont pas accès aux soins palliatifs alors que la loi qui donne ce droit date de 1999. Donc vous voyez, on est loin du compte. Donc là, il y a une idéologie derrière, une sorte d'obsession, c'est le mot même qu'utilisait la présidente de l'Assemblée nationale, à aboutir à un projet de loi, à une proposition de loi qui est au fond sociétale, au sens où elle casse des repères essentiels et qui une prétendue liberté qui est à nos yeux, je peux l'exprimer dans le détail, liberticide. Que propose ou que va proposer la loi, puisque le Sénat, quand il examine le texte, le modifie, comment les choses vont se dérouler à l'Assemblée nationale pour cette troisième lecture? Comme le Sénat, à 2 reprises, a rejeté ce texte et que l'Assemblée nationale, déjà l'a voté à 2 reprises avec, pas mal d'outrances dans les dispositions, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui est rediscuté. Alors, il semble que le gouvernement veuille faire un geste en supprimant à la fois, le délit d'entrave et le délit d'incitation, qui d'ailleurs était traité d'une manière très diverse, donc un tout petit geste qui ne change rien à l'économie générale du texte. Donc ce qui va être discuté, c'est un texte qui permet
à des personnes d'accéder à cette prétendue aide à mourir lorsqu'elles sont atteintes de maladies graves et incurables en phase avancée ou terminale. Alors, le mot avancé, ça veut dire que ça peut être une maladie qui pourrait durer plusieurs années, hein, et notamment certaines maladies chroniques. Et il est précisé, et c'est là qu'il y a vraiment, je dirais, le piège qui rend des centaines de milliers de personnes immédiatement éligibles. Si une personne arrête des traitements nécessaires à une maladie chronique, par exemple un diabète, et dit et affirme ce qu'on ne pourrait pas contester, qu'elle vit des souffrances psychologiques, hein, uniquement psychologiques, qu'elle estime insupportables. Qui va la contredire? Et cette personne deviendrait éligible à l'euthanasie. Et vous voyez qu'à partir du moment où cette loi serait votée, on basculerait vers des centaines de milliers de personnes qui pourraient éventuellement avoir accès à cette euthanasie ou à ce suicide assisté. Et c'est donc beaucoup plus large que même dans tous les pays qui ont commencé par légaliser sur des cas qu'ils prétendaient exceptionnels avant que les digues ne sautent les unes après les autres en Belgique, en Hollande ou surtout au Canada. Je le disais, cette proposition de loi va donc être à nouveau examinée en commission à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi pour arriver dans l'hémicycle le 22 juin. Est-ce que ce travail, cette étape est décisive à vos yeux? Chaque étape est décisive et rien n'est joué d'avance. On s'est rendu compte que plusieurs dizaines de députés ont changé d'avis et se sont opposés à la loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et que donc la majorité est de plus en plus limitée, qu'il n'y a bien sûr aucun consensus puisque le Sénat s'est opposé à la loi. On s'est rendu compte aussi que petit à petit sont montées des oppositions des pharmaciens, d'établissements de santé, d'établissements médico-sociaux, de personnes concernées par le handicap ou les graves maladies, de différentes associations et bien sûr de soignants très nombreux au sein de collectifs, je pense notamment, mais pas seulement, à ceux de soins palliatifs. Et donc, il y a une levée de boucliers, notamment des personnes les plus concernées. Les personnes, et cela, ça veut dire que des députés peuvent changer de point de vue, changer d'avis, être éclairés par tout ce que la société leur renvoie comme message d'inquiétude et d'alerte. On a entendu les établissements catholiques s'exprimer fortement contre une atteinte possible à leur liberté de ne pas pratiquer l'euthanasie et le suicide assisté en leurs murs, exposant leurs responsables à des peines de prison, de fortes amendes et même de sanctions de l'Agence régionale de santé. Ce risque demeure-t-il? Ah oui, c'est un risque énorme. En Belgique, quand la loi initiale avait été votée, il était prévu que les établissements pouvaient refuser, puis finalement cette possibilité a été refusée. Puis d'emblée en France, on la refuse aux établissements qui ont pourtant des projets d'établissement qui sont attachés au respect de la vie. C'est au fond, comme le disait le Conseil de l'Europe, l'euthanasie est contradictoire avec le respect de la dignité pleine et entière de la personne. Donc ce n'est pas un soin, ce n'est pas une pratique digne des soignants. Et donc on va se retrouver paradoxalement avec des soignants qui seront sanctionnés parce qu'ils auront refusé que dans leurs murs, dans leurs chambres, dans leurs établissements, des personnes viennent euthanasier des patients. Et donc c'est le risque, et on le voit déjà, c'est que certains quittent la France, que certains n'utilisent plus, ne fassent plus fonctionner les établissements en France parce qu'il y aura cette loi qui est liberticide pour la conscience universelle des soignants. Durais-je mentionner le fait que cela concernait les établissements catholiques, cela concerne en réalité tous les établissements privés ou publics. Au dire des sondages, ces dispositions recueillent l'assentiment d'un grand nombre de Français. Alors, on sait qu'Alliance Vita réalise actuellement une tournée de sensibilisation en France. Quels sont vos constats? Est-ce que vous trouvez un bon accueil auprès de ceux que vous rencontrez? Oui, c'est vrai que les sondages nous font choisir entre souffrir de façon insupportable et mourir paisiblement. Donc c'est un piège, ça s'appelle une figure dialectique qui nous oblige à un choix binaire. Alors ce qu'il faut, c'est accompagner et apaiser pour pouvoir mourir naturellement et paisiblement. Et la tournée que nous faisons dans une douzaine de grandes villes en France aujourd'hui s'intitule « La vie vaut la peine ». Et nous proposons aux passants de réagir à cette phrase. Et elle est presque, je dirais, unanimement
source d'approbation, de témoignages. Les gens nous disent tous: «Ben oui, la vie, c'est une opportunité, mais il y a aussi des épreuves, il y a aussi des difficultés, mais on ne peut pas vivre, on ne peut pas aimer, on ne peut pas construire sa vie sans une part de souffrance qui, bien sûr, mérite d'être accompagnée et soulagée». Puis on lutte aussi contre ce qu'on peut appeler la mort sociale, de trop de personnes âgées, de trop de personnes concernées par le handicap. Et on se rend compte que quand on discute en profondeur avec les personnes, c'est l'attachement à la vie, y compris dans des phases ultimes et de difficultés, qui l'emporte largement sur une revendication qui est en fait extrêmement marginale et qui s'éteint lorsque les gens sont bien accompagnés. Que dites-vous aux Français et à tous ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec l'orientation que prend ce processus législatif, mais qui se sentent impuissants précisément devant le travail de la représentation nationale qui peut paraître d'une certaine manière inexorable? Bien de ne jamais se décourager. Rien n'est écrit d'avance, on l'a vu, puisqu'à plusieurs reprises, certains événements politiques ont repoussé un débat que certains imaginaient rapide et qu'ils voulaient forcer. Nous les encourageons à écrire à leurs députés. C'est vraiment le moment de le faire, d'écrire ou de réécrire. Ils peuvent se trouver le moyen de le faire très facilement sur le site de l'association Alliance Vita. Donc ça, c'est facile. Et puis nous organisons aussi le premier jour du débat, c'est-à-dire le lundi 22 juin en fin d'après-midi, dans de nombreuses villes, des manifestations symboliques qui vont nous redire à quel point nous sommes attachés à, à la protection des personnes en fin de vie, qui approchent de leur mort, qui ne sont pas, ce sera notre langue, ce ne sont pas des encombrants. Hein. Trop souvent, ces personnes se sentent encombrantes, se sentent de trop, parce que le regard que nous portons sur elles tend à ne plus voir la beauté de leur existence. Et donc, nous voulons réaffirmer fortement que nos mourants, ceux qui vont mourir, ne sont jamais des encombrants, que toute personne garde sa place au cœur de la société jusqu'au terme naturel de sa vie. Et peut-être un dernier mot, Tuc Alderville, dans ce débat. Vous parliez tout à l'heure d'approche idéologique. Certains disent, mais finalement, c'est idéologie contre idéologie. Et quel regard vous portez sur ce travail qui a été conduit et cette réflexion qui a été approfondie tout au long de ces années? Parce qu'en fait, en France, ce débat s'est déroulé sur de très nombreuses années. Et c'est assez paradoxal de voir qu'une société qui a fait tant de progrès dans la lutte contre la douleur, avec toutes les techniques de plus en plus affinées, la morphine, enfin toutes sortes de substances, l'auto-évaluation par les patients de leur souffrance, de leur douleur physique, etc., qui s'est mieux accompagnée. Comment se fait-il que soyons arrivés à l'idée qu'on ne pourrait plus mourir naturellement, qu'il faudrait passer à l'acte? Donc c'est un enjeu qui nous appelle à consentir à ce que vivre, c'est vivre en protégeant le maillon le plus faible de notre société. Et c'est le maillon le plus faible d'une chaîne de la société qui détermine sa résistance. Et donc, il y a un choix, bien sûr, comme le disait Jean Leonetti, entre une culture de la fragilité et une culture de la toute-puissance. Et j'ai accompagné, j'ai rencontré la veille de sa mort un jeune homme qui mourait d'un cancer et qui m'a dit: c'est vraiment la grande bataille des forts contre les faibles et on passe vite de l'autre côté. Donc, défendons les faibles. Et puis, comme le disait mon ami Philippe Pozzo di Borgo, nous nous réconcilierons avec notre part de vulnérabilité plutôt que de prétendre pouvoir, je dirais, être dans une toute-puissance et d'accorder du prix qu'à ceux qui sont bien portants. Merci beaucoup, Tuc Alderville, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre association alliancevita.org, et j'indique également que la mobilisation interassociative que j'évoquais tout à l'heure propose une grande visioconférence publique ce lundi 8 juin à 20h30. Merci, Tuc Alderville. J'y participerai. Merci beaucoup.